Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va parler moto, encore moto, on va parler de la Moto I, après la Moto GP, la Moto 2, la Moto 3. V'là-t-il pas qu'on parle également de la moto électrique où on a la deuxième saison de ce championnat. On rappelle, tous les pilotes ont la même moto, les mêmes pneus, des pneus Michelin. La moto, c'est une moto NRJK, c'est une moto électrique. L'autonomie est pas exceptionnelle en termes de puissance, on pourrait se rapprocher, c'est un peu en dessous d'une Moto 2, mais la différence d'une Moto 2, c'est comme sur tous les modèles électriques, vous avez le couple des 0 tours minute, alors que sur un moteur atmosphérique, un moteur à essence traditionnel, les tours et le couple arrivent quand vous montez dans les tours. Donc on va parler de cette première course de la saison. On n'avait pas fait de débrief l'année dernière de la Moto I. Je devais en faire un à la fin de la saison et puis il s'avère que j'ai pas eu le temps, donc je l'ai pas fait. J'ai plutôt privilégié les autres catégories et les débriefs F1 et MotoGP surtout. Donc c'est pour ça que je ne l'avais pas fait. Mais donc là on va parler de la Moto I cette année. On fera le débrief de toutes les courses. Par contre, quand on aura deux courses dans le même week-end, je ferai un débrief global de ces deux courses. Je ne ferai pas un débrief le samedi soir et un débrief le dimanche. Enfin, de la course du dimanche et de la course de samedi. Parce que vous voyez bien que j'ai pas trop le temps. Et vu ma connexion internet, si j'avais de la fibre, je le ferais. J'ai pas de la fibre, donc je peux pas le faire. On va commencer donc par ce meeting Moto I. Il y a un pilote qui a totalement dominé les deux courses. Ça a été quasiment l'une des courses les moins animées du week-end. La hiérarchie s'est dessinée assez vite et on va essayer de faire un débrief assez court de cette catégorie. C'est pas la catégorie majeure des Grands Prix, donc essayer de faire un débrief en moins d'un quart d'heure. Et on commence donc tout de suite par le pilote français de la catégorie. On commence tout de suite par Mike Di Meglio. Alors Mike Di Meglio, pour ceux qui ne le sauraient pas, champion du monde 125, ça remonte déjà un petit peu, champion du monde 125, Mike Di Meglio, qui a remporté également les 24 heures du Mans moto ces dernières années, mais qui a roulé dans plein de catégories, qui a roulé en MotoGP aussi, sur une Ducati, à l'époque chez, je sais plus si c'était chez Pramac, ou chez, non c'était pas chez Pramac, je sais plus c'était dans quelle équipe, et elle avait roulé chez Ducati. Avec une GP qui n'était pas de l'année. Il était dans une équipe satellite, il était privé. Bon, Mike Di Meglio. Pas un week-end exceptionnel pour Mike Di Meglio, qui était déjà dans la catégorie l'année dernière, qui avait remporté une course dans cette catégorie Moto I. Pour Mike Di Meglio, moi ce que j'ai noté, c'est surtout en qualification, il était quand même à 1 seconde en qualif 11e pardon, mais à 1 seconde avec un écart assez important avec les pilotes devant. Donc il a vraiment pas fait un grand tour, en sachant que pour ceux qui ne connaîtraient pas comment ça se passe, ces qualifications en Moto I, c'est ce qu'on appelle la e-pole, c'est-à-dire que chaque pilote ne fait qu'un tour lancé. Voilà, pour se qualifier, donc il faut vraiment pas se rater et il faut prendre un maximum de risques, mais pas trop en prendre non plus, parce que sinon vous finissez dans les graviers, comme pour Nicolo Canepa. Donc du côté d'Di Meglio, pas de qualif exceptionnelle en course, la course de 7 tours, ou de 6 tours, là je crois que c'était 6 tours. On n'a pas senti un pilote, pour ma part, hyper à l'aise. Il s'est retrouvé également tassé à l'extérieur dans l'épingle à la fin de la longue ligne droite, donc ce qui fait que ça lui a fait perdre pas mal de temps à Mike Di Meglio à ce moment-là. Mais on peut pas dire qu'on ait eu un pilote hyper à l'aise sur sa machine. On sentait qu'il était un peu en difficulté, pourtant il est toujours dans la même équipe, c'est chez Marc VDS, qui n'est pas une mauvaise équipe en moto. Mais on a senti, regardez même son temps en course, il est à 1 seconde 2 de Granado et à 4 dixièmes quand même de Ferrari. Donc il n'a pas eu une course exceptionnelle, il s'est débattu un petit peu dans le peloton, mais quand il s'est fait tasser, je crois que c'est à la fin du premier tour, ensuite il remonte, mais il n'avait pas un rythme exceptionnel dans sa remontée. Malgré le fait que le peloton était assez resserré, ça n'a pas été un e-prix, je ne sais pas si on doit dire e-prix, grand prix dans cette catégorie-là, fantastique pour Mike Di Meglio. Donc on attend qu'il fasse mieux sur les prochaines courses, surtout que ses adversaires ont plutôt été très performants sur ce premier Grand Prix de la saison. On passe aux pilotes au top, aux deux pilotes au top, parce que pour avoir
des débriefs un petit peu resserrés dans cette catégorie-là. On parlera de 2 pilotes au top et 2 bonnets d'âne. Du côté, surtout qu'il n'y a que 17-18 pilotes dans la catégorie, donc c'est bien moins important qu'en Moto 3, Moto 2 et Moto Grand Prix. On commence avec l'homme qui a dominé ce week-end de course, ce premier week-end de course, c'est Eric Granado. Eric Granado qui était un petit peu seul au monde. Il a été devant sur toutes les séances d'essai, devant en qualification, avec 2 dixièmes d'avance sur Tulovic. Et puis en course, 3 secondes, je rappelle en 6 tours, il a collé 3 secondes à Matteo Ferrari. Très rapide, Granado. Il avait déjà remporté les 2 dernières courses à Valence l'année dernière, donc on sent qu'il a trouvé quelque chose sur cette machine qui lui permet vraiment de rouler plus vite que les autres, de moins taper dans les pneus, de comprendre comment la machine fonctionne. Il faut savoir que c'est des machines qui sont très particulières parce qu'il ne faut pas freiner au dernier moment, ce qu'a jamais réussi à comprendre Randy Depugné. Par exemple, l'année dernière, ce sont des machines qui sont très lourdes, donc faut pas casser la vitesse de la machine. C'est-à-dire, faut vraiment rouler les virages, faut les prendre tout en rondeur. Voilà, donc c'est assez complexe. C'est un peu contre nature pour les pilotes. Et c'est vrai que Granado, il a compris ça à Valence. Il l'a refait excellemment bien ici du côté de Jerez. Et ensuite, derrière, oui, il était seul au monde. Personne n'a réussi à suivre son rythme à Eric Granado, que ce soit Ferrari, avec Getter, Tulovic, Casadei, tous les pilotes du groupe. 3 secondes d'avance. Voilà, ça a été une course très tranquille. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, à part qu'il a été fantastique. On continue avec le deuxième pilote au top, Dominique Aegerter. J'ai hésité entre Aegerter et Tulovic, ça s'est joué. Il y en a un qui a fini 3e, l'autre a fini 4e, mais les deux ont fait une excellente course. Pourquoi Aegerter ? Parce que débutant dans la catégorie, il finit 3e de cette première course derrière Granado et Ferrari qui sont des pilotes qui étaient déjà là l'année dernière. 3e en qualification, mais vous avez entendu un magnifique son de coq, on est à la campagne. Mais du côté de Aegerter, il a dû faire un 2e tour lancé parce que en fait il partait juste derrière Canepa. Comme Canepa a eu un accident, la séance a été interrompue. Le temps de sortir Nicolo Canepa. Et donc, pour Aegerter, ça n'a pas été facile parce qu'il a dû refaire un tour lancé. Donc, c'est-à-dire qu'il a un peu tapé dans la gomme. La gomme était légèrement surchauffée, surtout que les conditions de piste, ils ont fait les e-pole à 16 heures. Donc, les températures décroît dans ce genre de conditions, même si ça pouvait un peu favoriser quand même Aegerter d'avoir des températures un peu moins fortes. Mais il a dû faire 2 tours lancés sur le même pneu, donc ça a été un peu compliqué de ce côté-là pour le pilote allemand qui roule chez Dynavolt. Après, en course, il a été très bon. Il s'est un peu raté au départ quand même, il faut le souligner. Il n'a pas pris le meilleur départ du monde, mais ensuite il est bien remonté. Il a réalisé le 2e meilleur tour, le plus rapide de la course, en 1,48,3, c'est-à-dire quasiment un 10e et demi de plus rapide que Matteo Ferrari, qui finit 2e. Il revient vraiment sur les talons de Matteo Ferrari. Le problème, c'est qu'il revient un peu tard, donc il a pas pu tenter quelque chose. Et puis, je pense qu'il était déjà content de finir 3e, surtout qu'on sait qu'il y aura 7 courses simplement dans cette catégorie. Donc, il ne faut pas vraiment se mettre au tas. L'objectif étant de marquer des points à chacune des courses. Mais du côté de Dominique Aegerter, bon week-end de course. Bonne qualif, bon Grand Prix, c'est bien pour un débutant. Ça montre également sa capacité d'adaptation à cette machine. Ça montre également qu'il n'est pas fini à Aegerter. On pouvait le craindre parce que c'est vrai que chez MV Agusta, on ne peut pas dire qu'il a été exceptionnel l'année dernière dans le Team Forward, qu'il a été remplacé par Simone Corsi. Et pourtant, là, il a fait une belle course, vraiment des choses très intéressantes sur ce week-end. Donc à lui de poursuivre sur cette lancée. On termine avec les bonnets d'âne de ce week-end, les 2 bonnets d'âne. Je vais commencer par Niki Tulli. On va commencer par l'ancien Niki Tulli qui a failli remporter le titre l'année dernière. Ça s'est joué à une chute en championnat d'Europe de côté de la catégorie Moto 2. Niki Tulli, la course a été difficile. C'est-à-dire, je parlais de Mike Di Meglio, mais lui, ça a été encore moins bon, je dirais, sur son week-end. Niki Tulli, pourtant, pas une si mauvaise qualification que ça. Il partait 9e. Alors, c'est pas exceptionnel, mais il était pas si loin en termes de chrono que des hommes de tête parce que Tulli était à 7 dixièmes et demi.
Ce qui reste encore dans cette catégorie-là assez raisonnable. Ça le mettait par exemple à 5 dixièmes d'Alligator. Donc c'était pas fantastique, mais c'était pas si mal non plus. Je rappelle qu'un tour dans cette catégorie-là, c'est une 48. Donc sur 1 minute 48, c'était pas si catastrophique que ça. Par contre, en course, il n'y a jamais eu de rythme. Vraiment, c'est l'un des pilotes les plus lents. C'est-à-dire qu'il est dans les mêmes temps. Il a fait vraiment le même temps au tour que Cardelus, qui finit 14, je crois. Il était moins rapide que Di Meglio assez largement, que Hook, qui était vraiment dans un deuxième peloton, avec les pilotes vraiment moins rapides. C'est quand même dommage, parce que c'est quelqu'un qui est dans le Team Ayo, qui a été plutôt performant l'année dernière dans cette catégorie, qui a joué le titre pendant très longtemps. Et là, tu te dis, la saison va peut-être être longue si le niveau des pilotes a augmenté. Parce que l'année dernière, c'est vrai qu'on avait des pilotes comme c'était Gilberto, comme Randy Depugné. On sentait qu'ils étaient là pour se faire plaisir. S'ils marquaient des points, c'était du plus. Par rapport à des pilotes comme Niki Tudi, comme Granado. Il y a Hector Garzo qui est également dans cette catégorie-là, qui est maintenant en Moto2, qui avait pour objectif de se montrer. Là, Niki Tudi, si son objectif c'était ça, on peut pas dire qu'il soit montré sous les meilleurs auspices. Il a eu une course assez difficile, peut-être qu'il a eu du mal avec les pneus, même si la course est partie à 10h, c'est-à-dire qu'elle est partie quand même assez tôt, donc techniquement il y avait une température piste qui était plutôt idéale pour les pilotes de Moto E, mais il a eu du mal pendant toute la course, et on espère que ça ira mieux pour lui dans les prochains week-ends. Et puis on finit avec Jakub Kornfeld. Jakub Kornfeld qui a commencé sa saison en Moto 3. Il a fait une course en Moto 3 cette année, c'était du côté du Grand Prix du Qatar, et puis il s'est dit tiens, j'en ai marre de la Moto 3. C'est bien qu'il se dise ça à 25 ou 20, enfin hyper vieux Kornfeld. Et donc il a décidé de rejoindre la Moto E avec le team Petronas, alors qui est sous un autre nom, mais c'est un soutien important du team Petronas. Jakub Kornfeld, comment vous dire, un pilote qui est pas du tout dans le coup, mais pendant tout le week-end. C'est-à-dire, en qualif, il est à 1 seconde de Marcon, qui était déjà à 3 dixièmes et demi de Herrera, donc c'est-à-dire qu'il est dernier, mais avec 9 dixièmes de retard sur le 15e. Donc ça fait quand même beaucoup. Et en course, il finit, je crois, avec... j'ai une petite pupille affichée, il y avait 7 secondes par rapport au pilote de devant, et à 21 secondes de Granado. En 6 tours, je rappelle. Se prendre 21 secondes en 6 tours, c'est quand même une assez grande performance. Et il ne finit pas dernier parce que De Angelis est tombé. Mais en termes de chrono, alors lui aussi, il fait partie comme Granado, mais pas pour les mêmes raisons. Il a réalisé un meilleur tour en course que son tour qualif. Il a fait une 56-114, ce qui l'aurait placé 16e encore, mais un peu plus proche. Il a mis 4 dixièmes à son temps de qualif, son meilleur temps en course. Mais ce qui montre bien que il a du mal pour le moment dans cette catégorie, et que Kornfeld, de toute manière, on ne s'attend pas à ce qu'il soit champion du monde un jour, ce pilote-là. Mais il veut se montrer, il veut peut-être avoir un guidon l'année prochaine en Moto 2 ou dans d'autres catégories. Et il va falloir quand même hausser son niveau de manière assez importante, parce que là, il est vraiment au fond du trou. Quand vous êtes derrière des personnes comme Maria Herrera, comme Xavier Cardelus, comme pour le meilleur pilote au monde, comme Canepa qui s'était quand même pris une bonne tôle en qualif, et Marcon, ça fait, et même Elio De Angelis qui est quand même plus tout jeune, Elio De Angelis, c'est vrai qu'un Jakub Kornfeld, on l'attendait peut-être un peu plus haut dans la hiérarchie que simplement 16e, donc il va falloir quand même bosser un petit peu du côté du pilote tchèque. Surtout que c'est pas comme s'il y avait un certain Philippe Salac qui pourrait lui prendre un petit peu de notoriété du côté de la République tchèque. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je fais pas un point sur le classement parce que vous prenez les résultats de la course et 7 points du classement. Si vous le voulez, c'est Granado, Ferraria, Getter Tulovic, Casadei, Torres, Medina, Simeon, Hook et Di Meglio qui est 10e du championnat. Voilà. Je vous ai fait rapidement le classement du championnat. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez retrouver les débris des autres courses de la saison, dont le Grand Prix d'Andalousie qui sera la semaine prochaine. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.